Marine Tondelier ne prend pas de vacances cet été. Elle a fait un incroyable Tour de France en van électrique. Tour de France qui a malheureusement été interrompu par les flammes des Landes et de la Gironde. Et surtout, elle arrive avec des propositions de gauche, car Marine Tondelier a prévu d'aller chasser sur les terres de Jean-Luc Mélenchon, coincée qu'elle est entre les deux gauches dont nous vous parlons depuis 1 an et demi. C'est la noisette ultime. Sa primaire a capoté. Elle est dans une mer de noir. Il va falloir qu'elle se repositionne politiquement. Nous allons étudier tout ça avec mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à voir une noisette tenter de devenir une clé de voûte? Bah ouais, carrément. Alors ça m'intéresse parce que j'adore quand... souvent les gens, quand on fait les prophéties, tu sais, ils se disent bah tout est écrit, déterminé et tout. Et en fait, les choses se déroulent, tu vois les gens se réorienter. Tu vois, Marine, elle était partie pour sa primaire absolue des noisettes, là. Elle s'est dit que tout le monde allait forcément se... Tu vois, elle avait lu l'Ipsos ou IFOP, et puis elle s'était dit 80% des gens de gauche veulent une union de la gauche. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est genre 80% des gens de gauche veulent que la gauche s'unisse derrière leur gauche à eux, en fait. Donc, tu sais, quand tu leur dis que c'est une gauche hypothétique qui va enlever de ci, enlever de ça et tout, ça ne marche pas, tu vois. Et donc là, maintenant que c'est mort, allez voir notre capsule qu'on a fait sur le PS. Alors, toi, t'étais en vacances, les gens sont très contents de te retrouver, Zoé. On a Oui, je essayé suis de tenir. reposée. On a essayé de tenir. Je suis trop bien, je suis prête. Là, Elle est en personne n'est forme. prêt, je pense, hein. Là, vraiment, la rentrée, les amis, ça va être. Vous Alors, n'êtes pas prêts pour tout ce qu'on prépare. votre présidente Zoé, vous rendez pas compte, les camarades et sympathisants de la Brèche, mais quand elle est fatiguée, elle est énervée contre les macronistes et tout, et quand elle est reposée, elle est encore plus énervée contre les macronistes. Ça ne s'arrête pas, quoi. Voilà, donc, C'est ça. donc vous avez pu la voir sur Insta. Maintenant, je t'ai vu que Oui, tu fais du Insta, voilà, donc oui, je suis cette daronne en polaire quechua qui fait des shorts sur son lieu de vacances. Voilà, je suis cette personne, sachez-le. ouais, j'en profite parce qu'on en a parlé avec Padu, qu'on allait attaquer ce No Oui, Man's Land, cet espace, la voilà, Brèche donc... se lance dans une conquête expansionniste d'Instagram dans le but de se préparer notamment pour cette année qui va être très 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 politique avec la campagne présidentielle. On a vraiment envie de pouvoir aller toucher un peu en dehors des cercles et notamment sur Instagram, il y a une énorme audience, pas mal de gens qui parlent de politique et pour le coup des positions qui sont souvent un peu, je vais le dire, un peu tièdes, on va le dire comme ça. Et donc, nous, on a envie voilà, Noisetière. d'arriver et de porter notre grosse ligne de coco vénère voilà, sur Instagram. Donc, et c'est peut-être aussi des trucs qui seront un peu plus faciles, notamment pour vous qui nous regardez régulièrement, à partager à vos proches, à vos collègues, etc., plutôt que se lancer dans une vidéo d'1 heure d'analyse politique quotidienne et tout ça. Donc voilà, sachez que il y a l'Insta pas du team, il y a l'Insta La Brèche, il y a l'Insta On ne veut plus, il y a mon Insta perso sur lequel je vais poster régulièrement du short et tout. Évidemment, ce n'est pas que moi qui fais ça, vous savez ici, c'est que du travail collectif. Donc on est une équipe hein, qui bosse là-dessus. Et donc voilà, on va se lancer là-dedans et vous allez voir, moi je vais essayer de sortir des trucs très régulièrement, là, tous les 2 3 jours à peu près, si on arrive à tenir ce rythme, sachant que l'état du système de soins est toujours le facteur le plus limitant dans ce qu'on est capable de faire. Mais voilà, donc sachez-le, vous pouvez aller vous abonner à nos Insta et puis essayer de nous relayer au maximum. Et tout, ça marche plutôt très bien là, parce qu'on est très peu implanté sur la plateforme et ça marche bien. Nous avons un plan de déroulement, les amis, personne n'est prêt dans 6 mois. On, on C'est est au ça. taquet. Mais justement, n'hésitez pas, comme on découvre la plateforme, il y a de plus en plus de gens qui le font. C'est une bonne idée de nous suggérer, comme YouTube ou voilà, des Mmh. choses que vous dites, ah, mais là, ça me paraît pas vraiment convaincant. Quelle serait la ligne? Vous voyez le t-shirt un peu qu'en penserait la pas du team. Voilà, on l'a pas encore fabriqué celui-là, mais peut-être c'est une idée, voilà. Donc ça va être important parce que bah, ça fait partie de... On sait que la brèche se lance, vous verrez ça aussi dans la partie militante. Là, vous voyez, on a dans notre Telegram La Brèche, là où il y a 4000 personnes dessus qui commencent à faire des campagnes, à s'organiser et tout. Il y a les coordinations, on va lancer les adhésions avec une nouvelle plateforme et tout. Mais on reste quand même sur les réseaux. On tient les deux jambes de l'espace de Tout à discours fait. politique et d'action politique. Voilà. Donc, c'était un petit aparté pour ton retour de vacances. Et j'ai envie de dire, quoi de mieux que de revenir en vacances, que de parler de Marine Tondelier, Mais oui, vous la, savez, ils me l'ont laissé de côté exprès pour mon retour. Ils sont trop sympas. la nouvelle Marine Tondelier, donc, et qui, alors, on mettra peut-être une photo ou un insert, tu te rappelles de sa veste verte. Oui. Donc ça, c'était la veste verte de l'Union. Le vert, Mm. toi qui connais bien les verts, c'était un peu clair, quoi, pomme, Ouais, c'était un quoi. vert pomme un peu, Tu mais vois, un un peu vert moche. pomme.
peu pomme granny, quoi, mais pétillante, tu vois, un peu acide. Tu vois. Ensuite, on a eu un vert très foncé, un peu bouteille, plus bourgeois. Tu vois, ça, c'était quand elle voulait vraiment... Je dirais même vert sapin, Chris, si on est vraiment très précis. Voilà. Donc ça, c'est commencé aussi, ça sentait le sapin déjà. C'était... Voilà. Et là, on est sur un vert kaki. Un peu militarisant que ce que tu as mis aujourd'hui. Tu vois, c'est un petit applique combative, armée, voilà. Donc, c'est intéressant de voir Marine se transformer là-dessus. Et donc là, j'ai trouvé aujourd'hui même un article incroyable, parce qu'on est passé de Marine, la centriste, la centrale, je sais pas trop comment on pourrait dire, enfin, la noisette qui était écrabouillée entre la pince gauche et la pince droite, qui nous dit, et donc c'est dans Libération, donc Libération, premier partenaire des noisettes depuis les années 80. Vous voyez, c'est dès qu'il y a une noisette, qu'elle s'appelle Autain. Alors Autain, elle a la ringard en plus avec elle. Ça, c'est vraiment... Autain, Corbière, Garrido, tous les PS Mou, etc. Tout ça, c'est des copains de Libération, hein, évidemment. Et voilà. Et donc là, elle nous a tenté un truc la nuit du 4 août. Abolition des privilèges climatiques. Donc elle a voulu surfer sur le côté révolutionnaire, citoyen de Mélenchon. Et c'est pas un hasard parce que, on va le voir, Marine Tondelier, elle a compris, elle regarde la patte du team, elle se dit, je peux pas rester entre les deux, il faut que je choisisse un côté de la pince pour ma stratégie. Est-ce que je vais avec le PS ? Mais là, elle s'est dit... Il y a Jadot. Qui de mieux que Jadot pour aller avec le PS. Donc c'est fini, je suis bloqué. Est-ce que je vais plutôt du côté de la fille ? Et là, la subtilité. Elle a l'air d'avoir choisi ça. Elle se gauchise, elle dit je vais mettre le parti à gauche parce qu'elle sait que en fait, les gens les plus écolos radicaux sont avec la France Insoumise. Et ça lui permet de prendre en noisette une noisette des noisettes, la Sandrine Rousseau, là, tu vois, je veux dire, le Jadot, le Yannick, lui, il est coincé avec les Forts, les Valo, les Hollande. Les Glucksmann. Les Glucksmann. Quand François Hollande va être représident de la République, si c'est possible, si ça l'est, on va être déjà, nous... On va devoir sortir de la gueule de bois pendant une semaine, mais bon. Oui, ça va être dur, mais alors autant vous dire que si c'est lui, on va lui mettre, on va faire en sorte qu'il finisse pas son quinquennat, clairement. Mais ministre de la Défense, Glucksmann, ministre de l'écologie, Jadot, je vous le dis, les on petits va amis, pleurer des larmes de sang, hein, c'est ça qui va se passer. Donc les potes, ça veut dire tout le monde sur le pont pour que ça soit la bonne gauche qui gagne en 2027. La seule et unique gauche, voilà. Et donc Marine Je vous rappelle que tout n'est pas écrit, hein, parce que tu vois, on dit la prophétie et tout, mais en fait, ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire, les copains. Certes, la prophétie vous dit comment ça peut se passer si tout le monde se bouge. Donc tout le monde se bouge là pour l'année 2026-2027. C'est ça la règle. C'est ça. Donc voilà, donc Marine, elle va venir chercher Mélenchon sur la gauche pour pouvoir exister et dire, mais non, l'écologie, c'est nous. L'écologie révolutionnaire, c'est nous. Et donc, elle nous propose une nuit du 4 août. Alors, je fais ces cahiers de vacances encore, même si voilà, on est revenu de vacances et on fait des capsules originales. Voilà. La nuit du 4 août, je le rappelle, c'est la nuit où, peu de temps après le 14 juillet 1789, c'est 4 août 1789, l'Assemblée constituante a voté l'abolition des privilèges, c'est-à-dire légalement, hein, vous voyez, l'abolition de l'ordre féodal. Voilà. Et donc l'abolition de la primauté, des droits particuliers attachés à la noblesse, des droits particuliers attachés au clergé, des droits particuliers attachés aux tiers états. C'est le moment où la bourgeoisie devient vraiment très forte. Alors c'est un peu une douille la nuit du 4 août parce que c'est resté comme un espèce de moment, tu sais, de libération pour tout le monde. En fait, c'est vraiment le moment de libération de la bourgeoisie. Jusqu'à 1792, on est vraiment dans un moment très bourgeois de la Révolution et l'abolition des privilèges. C'est pour pouvoir réintégrer la bourgeoisie, on va dire, à l'ordre politique, parce qu'elle était déjà très intégrée à l'ordre économique. Et donc, le fait aussi de faire en sorte de faire pas payer les impôts que par elle, mais aussi par le clergé, par la noblesse. Mais c'est fait tranquillement. Hein. Tu sais, il fallait racheter pour les paysans qui voulaient ne plus subir les privilèges d'être serfs, il fallait les racheter sur plusieurs années. Donc forcément, c'était compliqué, quoi. C'est comme si vous disiez, on va abolir les privilèges de la bourgeoisie, de la propriété, mais alors du coup, vous, les ouvriers, il faut que vous rachetiez les actions
de Bernard Arnault. Alors, figure-toi que les actionnaires de Total croyaient ça. Tu sais, à un moment, je crois que c'était le PCF de Roussel qui avait dit on va nationaliser Total et tout. Et il y a les gars qui s'étaient ramenés et qui avaient dit ça va vous coûter quand même vachement cher hein, de racheter toutes nos actions et tout. Et là, t'as envie de dire alors, mon petit lapin, je crois que tu n'as pas bien compris en quoi ça consistait, le fait de tout te reprendre. Mais on ne va pas te payer pour te dédommager en fait du truc que tu nous as volé. Tu comprends bien ça. C'est ça. Par contre, tu auras la sécurité sociale, tu pourras te soigner, tu pourras éduquer tes gamins et tout gratos. C'est ça qu'on te donne en fait, mais à toi pas plus qu'aux autres en fait. Oui. Bah, de toute façon, on peut donner des dédommagements. Moi, ça me choque pas. On peut donner. Ça dépend quel dédommagement. Non, mais en plus, il y a des façons de payer différentes. Mais on y reviendra, ça, dans les programmes de la Brèche, parce que les gens pensent qu'il faut sortir de l'argent tout de suite. Alors, déjà, je rappelle que les conditions, c'est nous qui les fixons. C'est important aussi de dire, nous, on considère qu'on va vous payer toutes ces actions-là à tel prix. Voilà. Ou alors, on peut. C'est ce qu'avait fait Mitterrand, c'était pas inintéressant, le donner avec des titres d'État, c'est des obligations sur 30 ans et tout, ce qui fait un transfert de la propriété progressif. Et en fait, c'est une douille aussi pour les actionnaires, parce qu'en fait, sur 30 ans, il y a une inflation qui fait que ça baisse le prix. Mais voyez, donc en fait, il y a plein de manières de fait que de toute façon, on va vous le reprendre. Et puis, à un moment donné, c'est de dire, désolé de citer encore parce que j'ai plus trop le droit de citer les analyses foot, j'en fais trop. Alors, je refais une analyse avec Le Parrain, mon film préféré. À un moment donné, il y a une offre que vous pourrez pas refuser. Voyez, il y a votre tête de cheval dans le lit, vous êtes obligé d'accepter, quoi. Mais oui, effectivement, il va falloir se réapproprier et déprivatiser les ressources et les forces productives. Donc, pour le coup, la nuit du 4 août, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'abolition des privilèges a été une nouvelle forme de privatisation. Les privilèges, c'était une distribution un peu d'ordre symbolique, tu vois, avec un voile de sentimentalité, comme dirait Marx, tu vois, le féodalisme. Mais là, ça a été justement une réappropriation privée de rachat par la bourgeoisie, en fait, de l'entièreté du monde politique et de l'entièreté, voilà. Donc le 4 août, c'est une date très symbolique, mais si on regarde dans le fond, ça a mis des années, des dizaines d'années avant que les privilèges féodaux disparaissent. Notamment en plus parce que après 1789, on a eu quand même plusieurs restaurations, 1815, 1830, voilà, donc ça a mis beaucoup de temps. Donc on garde le symbole, Marine, mais c'est peut-être pas la bonne idée. Et donc on part pour cet article de Libération qui en réalité n'est pas vraiment un article, c'est une tribune de Marine Tondelier qui est là, sur la barricade, le poing levé, pour aller faire la révolution à son tour. C'est parti, ça s'intitule « Pour une nuit du 4 août 2026 d'abolition des privilèges climatiques par Marine Tondelier. La chef de file des écologistes souhaite une nouvelle nuit révolutionnaire pour instaurer un ISF climatique, supprimer les niches fiscales fossiles, taxer les superprofits des entreprises pétro-gazières et agir enfin à la hauteur de ce que nous vivons, l'été de la bascule. » Et c'est vrai que tu vois, ce truc de l'été de la bascule, c'est quand même vraiment précis parce que là, l'été 2026 devrait être l'épiphanie, tu vois, pour Marine Tondelier, parce que les problématiques climatiques, elles sont tellement au centre de nos vies, on les vit tellement dans nos chairs concrètement, mais partout. C'est-à-dire que ce soit les canicules énormes, que ce soit les feux, etc. Ce que ça met en exergue, c'est non seulement les conséquences concrètes du réchauffement de la planète pour des raisons anthropiques, pour des raisons de manière de produire, d'utilisation du carbone, etc. Donc ça coupe complètement l'herbe sous le pied. D'ailleurs, on n'entend plus beaucoup Pascal Praud, le climato-sceptique, là, ces derniers temps. Bon, Chris. Ah oui. Et maintenant, il veut couper tous les arbres. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas été trop sympa avec la nature? C'est ça. Donc ça met en exergue ça, c'est-à-dire la réalité de ce changement et de ses conséquences concrètes sur la vie de tous les êtres vivants de cette planète. Mais ça met aussi, et ça c'est très important pour nous à gauche, en évidence le fait que la seule réponse possible à la merde dans laquelle nous sommes, c'est repenser le mode de production bien sûr, mais pour s'adapter aux conséquences, ça veut dire qu'il va falloir s'organiser, planifier, mettre de l'argent massivement dans les trucs dont on a besoin pour faire face à ça. Par exemple, le service des pompiers. Je vous rappelle que la Macronie et le RN ont voté contre l'augmentation des SDIS, qui sont les services départementaux de pompiers. Donc là, on est dans cette situation-là où on se retrouve avec des feux géants, des pompiers qui sont obligés de dormir 3 heures par jour parce qu'ils sont pas assez nombreux pour gérer, pas assez de canadaires, pas assez de camions, pas assez d'anticipation, des forêts gérées comme de la merde et tout ça. Ça devrait être le moment de Marine Tondelier. Sauf que la vérité, c'est que Marine Tondelier a toujours eu un rapport très cosmétique
à l'écologie, à trouver qu'il y a des trucs qui sont pas bien, mais à jamais vouloir aller vraiment se poser la question des causes concrètes de la merde dans laquelle nous sommes et qui s'appelle le capitalisme, évidemment. Donc là, nous allons découvrir, moi je n'ai pas encore lu cette tribune, mon Chris, si, ça y est, Marine va s'armer d'une faucille et d'un marteau. Je vous rappelle que les écologistes au Parlement européen ou les écologistes français font partie de ce groupe, hein, ont voté pour interdire les symboles du communisme et notamment la faucille et le marteau en les mettant sur le même plan que la croix gammée. Ces gens ont fait ça, hein. Ces gens ont fait ça. Donc là, on va regarder si elle s'est reprise un petit peu et que enfin elle a compris que le communisme était la seule solution pour sauver la fameuse planète qui lui tient tant à cœur. Je rajoute que le problème des écologistes, c'est justement, ça a toujours été leur incapacité à trancher des lignes. Il y avait des marxistes dans le parti écologique. Je pense à Alain Lipiette, qui a fait des travaux marxistes, travaux intéressants en plus, sur la transformation de la valeur en prix. C'est le gros problème de l'économie marxiste, pour ceux qui, voilà, même s'il est quand même résolu dans le livre 3, on y reviendra pour les petits Z libertariens. Mais voilà, en tout cas, dans le détail, rentrer dans le calcul de la transformation de la valeur en prix. Et ils avaient des gens très marxistes, puis des gens très libéraux. Voilà. Donc en fait, ils n'ont, comme tu l'as dit, n'ont pas de ligne sur le capitalisme, pas de ligne profonde, et encore moins de pensée post-capitaliste. C'est-à-dire, quel est le type d'économie de nous, par exemple, comme on est communiste, on se dit, le problème est le marché, résoudre le problème, c'est sortir du marché, la solution, c'est la planification. Voilà. Eux, ils naviguent entre marché ultra-libéral quand t'entends un Cohn-Bendit, là, tu vois, ouais, ou un Jadot, et puis d'autres, je sais pas, alors maintenant, il y a même plus de marxistes chez eux, tu vois, mais même, on va dire, le plus à gauche, Rousseau et tout, sont pour une petite planification, voilà, donc vraiment, ils n'ont aucune ligne, aucune solution, et donc, ouais, comme tu dis, c'est impossible à suivre, et c'est pour ça qu'ils n'existent pas, quoi. Tondelier, là on va lire l'article, mais Tondelier, on vous rappelle qu'elle avait dit dans une interview, on avait fait une vidéo là-dessus, c'était il y a un peu plus d'un an ou un an je crois, elle avait dit clairement, on lui posait la question, êtes-vous anticapitaliste? Et elle répondait, mais c'est que moi je ne sais pas par quoi on le remplace. Ce à quoi à chaque fois j'ai envie de dire, mais Marine, si tu ne sais pas faire, laisse la place. Voilà. Il y a plein de gens qui ont des idées en fait. Hein. Alors, peut-être Marine se découvre révolutionnaire au mois d'août, voilà, donc peut-être qu'elle a trouvé une solution, peut-être qu'elle a réglé tout ça. Alors à toi. Le 4 août 1789, l'Assemblée nationale constituante mettait fin au système féodal et proclamait l'égalité entre tous les citoyens. C'en était fini de cet ordre social injuste qui faisait peser sur le tiers état la totalité de l'effort fiscal, tandis qu'une poignée de bien-nés, de la noblesse et du clergé échappait à l'impôt, tout en captant le fruit du travail des paysans, des artisans et des marchands du royaume. Cette présentation de la Révolution française est tellement catastrophique. Même Michelet, vous avez vu, heureusement que Chris, tu as fait un petit point là-dessus, parce que vraiment, mais c'est une dinguerie, quoi. Même Michelet est en sueur. Même Michelet dit non, j'ai pas fait. Même, tu sais qu'une des premières grandes histoires générales de la Révolution française, parce que je sais pas, tu sais qui c'est qui l'a écrit en France, pour te dire un peu le niveau dans ce pays, quoi. Adolphe Thiers. Donc, Adolphe Thiers, c'est le boucher de la commune de Paris, les copains. Donc, ça a été un des premiers. Je crois même, je me demande si j'ai pas. Mélenchon raconte pas cette anecdote que c'est un des premiers livres qu'il a lu à 14-15 ans, La Révolution par Thiers. Voilà, bref. Donc, voilà, il y a vraiment une histoire très bourgeoise. Alors, Thiers, c'est le pire. Il y a Taine aussi, tu vois. Et puis, il y a Michelet, tu vois. Alors, c'est très bourgeois, mais c'est genre en mode. Tu sais, genre, vraiment... moi, Michelet, je trouve que c'est un peu le Fukuyama de la Révolution française. Tu vois, genre... c'est genre... c'est la fin de l'histoire, quoi. Tout est beau avec Michelet et tout. Et c'est exactement ce que cette traduction-là. Il y avait les méchants, les féodaux et tout. Alors qu'en fait, toute l'histoire de la Révolution française, c'est une crise de l'ordre féodal sous pression de la bourgeoisie qui, elle, continue de vouloir s'enrichir, qui paye l'impôt pour tout le monde et qui ne le veut pas, et qui a mis la France dans une dette absolue, c'est-à-dire le Turgot par exemple, ultra-libéral, qui fera payer une dette monstrueuse, qui s'endettera comme un dingo pour éviter de faire payer l'impôt aux bourgeois, tu vois, et aux nobles. Enfin, vraiment, c'est une crise. On pourrait y revenir, c'est une crise qui ressemble extrêmement à la nôtre, c'est-à-dire qu'on a donc la dette qui est très profonde de la France, un ordre qui ne fonctionne plus, un peu comme la 5e République, tu vois, un ordre politique qui ne fonctionne plus, et on a des catastrophes climatiques. J'allais dire, je suis déçu par le manque de culture de Marine Tondelier.
Est-ce que je suis déçu, mais est-ce que je suis Pour pas surpris? trop attendre des autres, Chris, après sinon on est toujours déçu, tu sais. Tu vois, voilà. Et donc, il y a un événement climatique, faites vos recherches là-dessus, c'est intéressant, mais le 13 juillet 1788, juste un peu avant, ouais, il y a une espèce de tornade d'ouragan sur la France. Les gens c'est quelque chose qui est resté dans les mémoires collectives le 13 juillet 1788. Donc vraiment, on vit ça, on vit des pénuries, des crises et un État qui ne peut plus, comme dirait Lénine. Alors Lénine n'était pas là, mais sa phrase montre bien un État qui ne peut plus. Des gens qui en bas ne veulent plus parce que ça commence à exploser de partout. Hein. Il y a des cahiers. Pareil, renseignez-vous de ça. Il y a les cahiers généraux dans le Dauphiné à Grenoble. Ça, c'est les premiers états généraux de Grenoble parce qu'on pouvait faire des états généraux locaux, etc. Donc ça remue de partout. Voilà. Et ça ira jusqu'aux états généraux de mai 1789, puis après la Bastille, puis après donc la nuit du 4 août. Voilà. Donc on est dans cette situation-là. Mais on est vraiment dans une situation où ça explose. Mais c'est encore la bourgeoisie qui tire les marrons du feu aujourd'hui. Ce qu'on remet en question, c'est l'aristocratie et la noblesse. De 1789 jusqu'à 1791, 1792, la question sociale n'existe que très peu. Et on va dire l'enrichissement d'une partie du tiers, c'est-à-dire la bourgeoisie sur l'autre, n'existe que très peu. Et donc là, faire croire que cette libération est absolue le 4 août, c'est vraiment... Ben voilà, c'est le symbolisme révolutionnaire citoyen. Voilà. Bon, bah, je suis pas très surpris de ton denier. Voilà. Oui, Mais, voilà. mais tu vois, rien que... C'est con à dire, mais rien qu'elle mobilise ça, c'est déjà se gauchiser mais pour c'est elle. déjà... Oui, bien sûr, bien sûr. Et elle le fait au maximum de ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire C'est ça. pas assez à notre goût, mais c'est déjà un signe, effectivement. Alors, on continue, Marine, sous sa plume acérée. Encore aujourd'hui, bien des privilèges restent à abolir. Ah bon, Marine? Les privilèges climatiques en font partie. Et avec l'été que nous sommes en train de passer, qui peut encore les justifier? Mettre fin à l'impunité climatique des géants fossiles. Un privilège climatique, c'est le droit que certains se sont arrogés de polluer toujours plus et d'en tirer des milliards et gloire sans jamais avoir à répondre des conséquences de ces actes. Le cas Total Energy est emblématique. Comme les autres pétroliers, l'entreprise sait depuis les années 1970 que les énergies fossiles alimentent le réchauffement climatique. Loin de remettre en cause son modèle économique, elle a au contraire cherché à le préserver et à l'étendre de manière malhonnête, en entretenant le doute sur la réalité du changement climatique, en lançant des campagnes de dénigrement, voire de harcèlement de scientifiques, en retardant la prise de conscience collective et en défendant ses intérêts par un travail interne de lobbying. Alors, je vais me permettre de dire que sur le constat, a priori, on est d'accord, mais en fait, c'est vraiment une incompréhension de ce qu'est le capitalisme et de ce qu'est une entreprise privée capitaliste. Là, quand elle parle de ça, on a l'impression qu'il y a des questions de morale ou de positionnement moral qui se posent. C'est-à-dire que Total, en fait, il y aurait pu y avoir un monde où les dirigeants de Total dans les années 70 ne fassent pas le fait de nier le réchauffement climatique, le fait d'augmenter leurs profits, le fait de machin, le fait de trucs. C'est le travail d'une entreprise capitaliste que de faire de plus en plus de pognon, que de tirer de plus en plus de plus-value. Donc, de toute façon, Total, tel qu'il existe, n'aurait pas pu faire autrement. Parce que là, tu as vraiment une espèce d'idée qu'il pourrait y avoir des gentilles entreprises pétrolières, tu vois, capitalistes. Mais ce n'est pas possible, en fait. C'est le fonctionnement même. Et tu sais, ça me rappelle un peu ce que disent les gens sur l'industrie pharmaceutique. Moi, je pense qu'il faut se réapproprier le côté Big Pharma, etc. Parce que justement, ça permet de faire une critique anticapitaliste, une critique communiste de ce système. Mais tu as vraiment derrière un espèce de truc de en fait, Sanofi, c'est des méchants. Ils veulent fabriquer des méchants médicaments, rien qu'à toujours vouloir gagner de l'argent, etc. Comme s'il y avait un monde où une entreprise capitaliste qui fabrique des médocs ne soit pas dans des logiques de investir le moins possible dans la recherche pour pouvoir tirer le plus de plus-value possible, n'ait pas d'intérêt à soigner durablement des maladies, mais est un intérêt à vendre durablement des médicaments, ce qui n'est pas forcément la même chose et le même intérêt. Se mettre à ne pas vendre le plus cher possible le produit, se mettre à vouloir poser des brevets sur des choses qui sont nécessaires pour tout le monde et tout. Mais si vous attendez le jour où il y aura une gentille industrie pharmaceutique, au même titre que vous attendez le jour où il y aura une gentille industrie pétrolière, vous êtes complètement débile. Inversement, si vous pensez que du coup, le problème c'est en soi d'utiliser du pétrole ou en soi de fabriquer des médicaments, vous êtes un abruti d'antitech. Il y a une voie entre ces deux pôles de la débilité, qui est la voie communiste. C'est-à-dire de se dire, on peut produire ces choses dont nous avons besoin. Et donc là, par exemple, le pétrole, actuellement, sur la manière dont on fonctionne, sur l'état de notre développement technologique et tout, on a besoin d'utiliser du pétrole. Évidemment, il faut aller vers le fait d'en utiliser moins, de l'utiliser mieux, de l'utiliser de manière plus durable. Et puis, on ne l'utilise pas que pour du carburant, hein, le pétrole. On l'utilise pour fabriquer des choses et notamment plein de produits type médicaments, etc., qui viennent de dérivés d'industries pétrolières et tout ça.
Dans tous les cas, et c'est pareil pour les médicaments, il faut qu'on puisse fabriquer des médicaments pour soigner, pour ne pas être malade, pour ne pas être handicapé, sur des choses où on pourrait l'éviter, etc., etc. Donc, la solution, c'est de se dire, nous devons avoir la main en tant que peuple, en tant que classe, sur ces choses qui sont absolument nécessaires. Le pétrole, les médicaments, plein d'autres choses qu'on pourrait mettre dans ce truc-là, la production de nourriture, etc., sont des choses absolument nécessaires à l'humanité, qui, si elles ne sont pas faites, entraînent la mort des gens, et si elles sont faites n'importe comment, entraînent aussi la mort des gens. Nous devons donc avoir la main dessus, de manière démocratique, avec des travailleurs qui gèrent ça, et pouvoir choisir comment on oriente la recherche, comment on utilise telle chose, sans que ça soit dépendant de est-ce que je vais pouvoir rémunérer mes actionnaires suffisamment, est-ce que ça va pas me coûter trop d'argent, est-ce que je vais pouvoir extraire suffisamment de plus-value, etc. Le problème de fond, c'est le capitalisme, et pas un espèce de positionnement moral de « ah là là, si seulement Total, ils étaient sympas, ça serait tellement mieux ». Et on va voir, j'espère que Marine va nous proposer la nationalisation de Total Énergie. J'imagine que oui, et tu sais, il y a un monde où c'est possible, hein. Donc moi, j'attends de voir. J'ai juste une petite précision, c'est important ce que tu as dit dans les deux pôles de la députée. Je comprends la formule parce que vous voyez, quand je vous dis qu'elle est très en forme, vous l'avez constaté par vous-même. Donc, il y a un truc, tu sais, c'est de dire, en fait, le capitalisme n'est là que pour faire de l'argent. Ou alors, ce que tu as dit, le début, ah non, pour avoir un capitalisme qui sert au développement, etc. Non, en fait, fournir les besoins pour le capital, comme n'importe quel mode de production, c'est une nécessité. Et Marx le rappelle, si vous ne fournissez aucun besoin et qu'il n'y a pas d'acheteurs sur la circulation des marchandises que vous avez produites, vous ne pouvez pas faire de plus-value. Donc c'est une nécessité fondamentale. Mais cette nécessité n'est pas la fin. C'est le moyen. C'est une nécessité de moyens, fournir les besoins. Donc c'est indispensable pour pouvoir écouler la marchandise et pouvoir retirer de la plus-value concrète, faire de l'argent. A, vous investissez de l'argent. M, vous faites une marchandise, et puis grâce à la circulation, le capital, ça c'est fondamental, vous avez plus d'argent à la fin. Vous voyez, Beer, je cite souvent, mais le dit très bien, il dit, c'est un système magique où quand vous mettez de l'argent dans la circulation, vous en avez plus à la fin. Et représentez-vous ça. Vous ne pouvez pas y arriver, vous. D'habitude, quand vous dépensez de l'argent, je sais pas, vous voyez, toi, quand tu achètes une chaise, une table, quand tu consommes de l'argent, tu as une consommation en face, mais tu as perdu de l'argent. Les capitalistes, eux, quand ils consomment de l'argent dans le process de circulation, ils gagnent de l'argent. Ils en ont plus à la fin. C'est incroyable, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez, le M, A, M, A', le M qui est au milieu, n'est qu'un moyen, c'est la marchandise. Voilà, c'est une nécessité absolue d'avoir des marchandises cohérentes, donc il faut fournir à l'humanité ce dont elle a besoin, manger, respirer, se loger, se déplacer, voilà, donc c'est une nécessité. Donc faire croire que le capitalisme serait purement parasitaire, c'est faux, il a une efficience, il fournit des besoins, mais ces besoins-là ne sont pas la fin. La fin, c'est de faire de la plus-value, c'est-à-dire c'est juste une étape entre l'argent qu'on a au départ et l'argent qu'on veut recevoir à la fin. Quand on sera sur le communisme, la formule du communisme, ça sera simple. M, 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 M. À la suite. Marchandise, 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 marchandise. J'exagère parce que marchandise, tu vois ce que je veux dire. Tu m'as l'air d'être un peu un stalinien productiviste, Chris. C'est très grave. Hein. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est que pourquoi je dis marchandise, parce que c'est des choses, quoi. Tu vois, des valeurs d'usage. On ne fera que, à partir de choses, fabriquer d'autres choses, à partir d'un outil, à partir d'une usine, etc. Il n'y a pas besoin de faire circuler de l'argent entre les choses, de faire circuler de la valeur entre les choses pour pouvoir fabriquer des choses. Et d'ailleurs, vous le savez vous-même. Quand vous voulez, je sais pas, fabriquer, vous avez une yaourtière chez vous. Bon, ok, vous l'avez acheté, machin, au départ. Bon, ça, c'est tout le process de mise en société, mais ça, il existe déjà depuis toujours. Vous achetez une yaourtière chez vous. Et bien, quand vous avez une yaourtière, et ben, vous fabriquez des yaourts à partir de vos outils, etc., sans devoir injecter de l'argent. Vous passez d'un état de la marchandise à un autre état de la marchandise. Il faut quand même acheter des ferments. Hein. Ou du lait, oui, c'est vrai, effectivement. Tu vois, mais demain, tu pourrais simplement commander du lait, voilà, ou vous fournir du lait comme dans le temps on faisait, tu sais, par la circulation, etc. L'argent est secondaire. Et en fait, l'argent ne va servir qu'au process du capital. Donc c'est important ce que tu as donné, c'est oui, il faut sortir de ces deux débilités. Le capitalisme ne sert à rien, il est juste purement parasitaire. Et donc on ne voit pas toute son efficience et donc tout ce qu'il faut remplacer, toute l'efficacité qu'il faut remplacer par un autre mode de production. Parce que sinon ça va être que du LARP comme on dit, voilà. Et puis de l'autre côté, bah ouais, mais il marche tellement bien qu'on peut pas le remplacer, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire ne pas voir la crise. On peut peut-être essayer qu'ils deviennent gentils, Chris. Et quand ils sont pas gentils, on dit ouh là là, c'est un peu méchant d'être pas gentil quand même. Exactement, et ne pas voir cette crise et cette dialectique qu'il y a entre les moyens et la fin.
Et donc, il faut jouer entre les deux. Oui, le système capitaliste est efficace pour fournir les besoins, mais il finira toujours par rentrer en crise entre son objectif final qui est de faire de l'argent et les besoins qui sont un moyen nécessaire mais qui ne sont pas sa finalité. Tout à fait. Alors, je pense que Marine va nous clouer le bec avec la suite de sa tribune. Cette année encore, cela ne l'a pas empêché. Je vous rappelle qu'on parle de Total Energy, dont on en parle comme si c'était un être humain qui a des émotions et des envies. C'est très bizarre cette manière de présenter le truc, mais bon. Ça ne l'a pas empêché d'annoncer un nouveau projet. Actualité. Oui. Lucas, je dirais que c'est une réification. Ça ne l'a pas empêché d'annoncer un nouveau projet de forage gazier au large de Chypre, d'engranger près de 10 milliards d'euros de bénéfices depuis le début de l'année, profitant notamment de la hausse du prix de l'énergie qui pèse lourdement sur le budget des Français, ni d'augmenter les dividendes versés à ses actionnaires. Oh, ben dis donc, c'est vraiment très surprenant que Total fasse exactement le truc pour lequel il existe. Dans le même temps, Total Energy ne paie pas du tout d'impôts sur les sociétés en France, alors qu'elle y emploie 35 000 salariés et délocalise une partie de ses profits dans des paradis fiscaux. Mais son PDG, Patrick Pouyanné, a tout de même reçu la Légion d'honneur en 2023. Sommes-nous les seuls que cela choque ? Qu'on lui décerne la décoration la plus prestigieuse alors que nous devrions lui demander des comptes. Excusez-moi, je parle comme ça, mais dans l'absolu, moi je suis d'accord. Alors bon, le débat sur les Légions d'honneur, c'est pareil, j'ai l'impression qu'on se réveille tous les 6 mois en se rendant compte que, pour moi, avoir la Légion d'honneur, c'est louche en fait, dans l'état de la Ça a 5e littéralement été créé pour ça. C'est pour remercier tous les grands bourgeois qui décident et tout. Enfin, littéralement, tu connais l'origine de la Légion d'honneur, Zoé? En fait, je sais qu'il y a beaucoup de fils de pute qui l'ont. Mais c'est fait pour ça. En fait, c'est Napoléon Bonaparte, comme il arrive et qu'il est, l'illégitime, quoi, tu vois, pour les grandes familles de nobles après la Restauration, enfin, avant la Restauration, pardon, mais après la monarchie et tout. Il n'y a pas d'aristocratie impériale, tu vois. Donc, il va créer une espèce de fausse aristocratie à sa main en distribuant la Légion d'honneur à des soit anciens nobles, soit grands bourgeois, etc. Donc, vraiment, pour le coup, ça sert à ça. Tu vois, je veux dire, c'est la fonction même de la Légion d'honneur de valider les pires corrompus et les pires conservateurs de l'État, quoi. Enfin, donc, ce que tu viens de dire est factuel. Recevoir la Légion d'honneur, c'est louche, quoi. Tu vois, ça peut pas être quelque chose qui vous met au service de la nation. Donc voilà, mais ça surprend beaucoup, Marine, figure-toi, mon cher Chris. Alors, continuons. Les plus responsables sont les moins exposés. On sait que Véronique Jeunesse à la Légion d'honneur, on peut peut-être se dire des trucs, quoi. Voilà. On pourrait faire une tier list des pires personnes qui ont la Légion d'honneur. Un jour, on fait ça si on a le temps et qu'on a envie de rigoler. Ce serait trop marrant. Déjà, il faut faire une case violeur. Hein. C'est une grosse case pour la case violeur. Case voleur, case imposture. Il y a vraiment plein de case énorme raciste. Véronique Jeunesse, t'es dans celle-là. C'est ça. Alors, les plus responsables sont les moins exposés. Par leurs investissements, leurs jets privés et leurs yachts, les 50 personnes les plus riches du monde émettent autant de carbone en 90 minutes qu'une personne dans la moyenne mondiale au cours de toute sa vie, selon l'Oxfam. À eux seuls, les 1% les plus riches sont responsables de 20% de l'augmentation de la température mondiale entre 1990 et 2020. Et je vais me permettre de citer un livre, je ne sais pas si Marine va le citer, qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète » de Hervé Kempf. Ce livre a une histoire incroyable, les amis, car il a été brandi par Hugo Chávez. Bueno, fíjense, por ahí tuve el gusto de conocer a este escritor francés, Hervé Kempf. Recomiendo este libro, lo recomiendo, se consigue en español, por ahí está Hervé, también en francés, en inglés seguramente. Cómo los ricos destruyen el planeta. Lui-même, tu sais, c'était un sommet pour l'écologie, je crois. Bien sûr. Et ce discours de Hugo Chávez, je sais qu'il était à une époque accessible, sous-titré en français. Et voilà, et il arrive et il dit en gros, voilà, on est là, on parle, mais il y a un spectre hante la convention et tout. Et il dit, c'est le capitalisme. Et t'as Hugo Chávez qui est là, el capitalismo. Et c'est magnifique, voilà. Hervé Kempf, fondateur de Reporter, je crois, c'est ça, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, voilà, moi je pense que Marine Tondelier essaye de dire en moins bien ce que Hugo Chávez a dit il y a 20 ans. Déjà, je suis toujours surpris avec Zoé. J'étais pas prêt du rapprochement Tondelier avec Hugo Chávez. Avec Hugo, voilà. C'était son anniversaire il y a pas longtemps, le 28 juillet. Bref.
Les très grandes fortunes s'arrangent avec la loi, pèsent sur son élaboration et construisent des empires médiatiques depuis lesquels des contre-vérités sur le dérèglement climatique sont assénées à longueur de journée. C'est dans la fraîcheur de ces plateaux climatisés que l'on entend des éditorialistes vent debout contre la réintroduction de l'impôt sur la fortune, la taxe Zuckman ou encore le congé climatique, qui aurait pourtant permis de mieux protéger les salariés confrontés aux chaleurs extrêmes de cet été. Alors autant la taxe Zuckman, dont on a fait aller voir la capsule là-dessus, ils sont vent debout parce que ça touche à leur patrimoine, autant le congé climatique, je pense qu'ils s'en tamponnent quand même un peu pas mal, quoi, tu vois. Oh, alors, moi, j'ai pas regardé tous les gars d'extrême droite au mois de juin, juillet, Chris, mais c'est à peu près certain qu'il y en a. Mais si, il y a pas ce de Luc Ferry, là, ou un truc comme ça, qui a sorti des grosses dingueries. Tu sais, le gars a toujours eu un boulot. Son boulot consiste à se faire balader par un chauffeur privé pour aller bouffer dans des étoilés. Tu vois, c'est comme ça son taf. Et le mec, il trouve que quand même, qu'il y en a qui veulent plus rien branler. Et c'est bon. Quelqu'un de très proche de moi travaille dans le bâtiment et m'explique là la difficulté qu'ont les ouvriers du bâtiment face aux gros bourgeois qui les font travailler pour refaire la 3e salle de bain de la maison, tu vois, ce genre de truc. Et donc les gars, ils sont là, ils font... Alors en fait, il fait 42, donc nous, on va bosser soit en demi-journée, soit si vous voulez qu'on fasse 8 heures dans notre journée, il faut qu'on commence à 3 heures du matin, en fait, sinon on va mourir. Et ils sont là, mais nous sommes en vacances, moi je n'ai pas envie de me lever avant 10 heures du matin, vous allez faire ça. Donc, tu vois, t'as quand même ce genre de connard, quoi. Quand même ça. Non mais c'est une folie. Tu sens quand même la tonalité de Marine, qui a longtemps été à vouloir... être à la roue du PS pour pouvoir avoir sa fameuse primaire. Maintenant qu'elle sait qu'elle est morte, tu vois, la taxe Zuckman, taxe de riches. Donc vous voyez, elle vient sur le terrain là, de la France Insoumise. Enfin, je veux dire, là par exemple, ça pourrait être une Manon Aubry qui dit la même chose, taxer les riches, l'impôt, machin. On voit que là, nous on disait, attention, votre programme il n'est pas assez radical, la taxe sur les riches ne va pas suffire, ce n'est pas un mode de production de taxer les riches, la redistribution, prendre aux riches ce qu'ils ne devraient jamais avoir pour pouvoir le donner aux pauvres qui devraient l'avoir directement, ce n'est pas un mode de production. Vous voyez, donc voilà, la France Insoumise va devoir sortir de ça. Il va y avoir des modulations, est-ce que ça va être la taxe Zuckman, est-ce que ça va être d'autres, mais vous allez voir, Marine Tondelier, Roussel aussi, Ruffin aussi, cette effervescence et qui est assez profonde d'ailleurs, et l'analogie avec la révolution de 1789 est intéressante. Un truc de fond, c'est l'espèce de non-égalité devant l'impôt. Tu vois, ça peut mettre en mouvement des masses, c'est pas que des masses précaires, des masses même intermédiaires, tu vois. Et ben, ça va être repris par tout le monde. Donc, la France Insoumise, si elle veut vraiment exister et pas se faire prendre des voix, c'est ce qu'on explique nous. On se fait pas prendre des voix parce que il y a des candidats en plus. On se fait prendre des voix quand il y a des gens qui sont sur le même terrain de concurrence que vous. Vous voyez, la France Insoumise ne se fait pas prendre des voix par Retailleau, parce qu'elles sont de fait oppositionnelles au absolu. Retailleau peut se présenter ou ne pas se présenter, ça ne change rien pour les voix de Mélenchon. Vous voyez, c'est pas une question de combien il y a de personnes. Si un autre candidat de gauche prend des voix à Mélenchon, c'est que ils parlent le même discours, quoi. Tu vois, c'est parce qu'ils disent la même chose, quoi. Et là, aujourd'hui, tu vois, elle se gauchise à fond et elle vient sur taxes de riches, les conglomérats médiatiques qu'il faut démanteler et tout. Enfin, donc vraiment, elle a choisi son axe de campagne. Ouais. Et tu vas voir, on continue là. Face à ces catastrophes à répétition, les privilégiés climatiques, eux, peuvent se permettre de cultiver un certain détachement. Il fait trop chaud chez eux, ils se font construire des igloos d'intérieur, sorte de chambres à neige artificielle. L'un de leurs biens est endommagé, ils disposent d'autres propriétés et de ressources nécessaires pour réparer ou reconstruire. Une région devient invivable, ils ont les moyens de partir ailleurs. Et si c'était l'ensemble de la Terre qui devenait trop inhospitalière, qu'à cela ne tienne, certains préfèrent mettre leur fortune au service d'une colonisation spatiale illusoire de Mars ou de la Lune, plutôt que d'essayer de sauver la seule planète habitable que nous connaissons. Des fusées plutôt que la réalité. Dans ce nouveau régime climatique... Moi, par contre, on m'enlèvera pas la conquête spatiale. On m'enlèvera pas le rêve de la conquête spatiale. Là, je suis comme Jean-Luc, je suis vent debout. Pour moi, envoyer des Vous imaginez Christ, vous savez, c'est le même Facebook Astérix et Obélix. Ma France, mon saucisson, ma fusée Ariane, laissez-moi. Ouais, on m'enlèvera pas ce rêve. Tu vois, moi, je suis là, on tourne le 5 août, là. Dans une semaine, il y a une éclipse quasiment totale. C'est un moment magique. Voilà, ouais, ça va être banger, ça, avec les gamins et tout. Ouais, moi, j'ai encore le souvenir de l'éclipse, c'était en 99, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai encore ce souvenir, c'était trop bien. Et donc, voilà, moi, je rêve de me lever à 4h du mat, comme les gens en 69, pour voir l'humanité marcher sur d'autres planètes. Voilà, tu ne m'enlèveras pas ce rêve. Ouais, mais là, tu vois, c'est pas la même chose, Chris, ce dont elle parle.
En fait, tu vois, c'est pareil. Il faut qu'on force Marine à sortir des deux pôles de la débilité. Il y a le fait de critiquer le fait qu'aujourd'hui, la conquête spatiale, ça soit des putains d'immenses bourgeois qui le font pour du tourisme, tu sais, pour aller regarder, pour se faire un petit frisson, etc. Et il y a de l'autre côté le fait de se dire, bah, du coup, la conquête spatiale, c'est forcément de la merde en soi et tout. Il y a un chemin entre les deux qui est de se dire, mais la conquête spatiale, pas forcément la conquête d'ailleurs, mais l'exploration, la compréhension, le fait d'aller au-delà des connaissances qu'on a déjà, d'aller plus loin. Enfin, voilà, c'est incroyable en fait. C'est des trucs absolument géniaux qu'est capable de faire l'humanité et que ce n'est possible que dans un contexte où nous mettons tout en commun, nous partons de nos besoins et si nous choisissons d'aller voir ce qui se passe dans l'espace, faire de la recherche, etc., c'est parce que on a envie que cette conquête soit un bien commun de l'humanité dont tout le monde puisse profiter, et pas forcément y aller. Hein. Voilà, on va pas forcément être 7 milliards, quoique je sais pas, peut-être dans un millénaire, on aura les capacités technologiques de le faire, je n'en sais rien. Mais en fait, il y a vraiment cette troisième voie qu'il faut. J'aime pas trop le terme de troisième voie là comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Le fait de se dire, il ne faut pas renoncer à la technique, mais par contre, il faut bien expliquer que le problème, c'est des capitalistes qui font ça, et dans un objectif qui n'est pas un objectif collectif. Ouais. D'ailleurs, il y a une série uchronique, tu sais, c'est vrai, qui s'appelle For All Mankind, où justement on voit les Russes atterrir à l'unir sur la Lune avant les Américains. C'est voilà, une déviation dans l'espace-temps. Et justement, ils ne mettent pas le drapeau américain, voilà, c'est pour l'entièreté de l'humanité, tu vois, le communiste pense à l'humanité avant de penser à la nation. Voilà, c'est important. Mais bien sûr, et après, tu vois, l'histoire, parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez sorti une vidéo sur un gars de Hello là, qui raconte n'importe quoi sur les expériences communistes du XXe siècle, et particulièrement sur l'expérience russe. Et tu vois, la conquête spatiale russe, par exemple, nous, on nous en a très peu parlé. Nous, on nous parle quasiment que dans les bouquins, quoique quand même, il y a un peu les Russes qui sont cités, mais de la conquête spatiale états-unienne. Et tu vois, quand tu regardes sur un plan scientifique, ce qu'a fait l'URSS à ce moment-là, c'est-à-dire 1917, en pleine Première Guerre mondiale, il y a cette révolution russe incroyable en octobre. Le tsarisme est renversé, le régime monarchique russe, etc. est renversé. À ce moment-là, il faut bien comprendre que les bolcheviks et tout ça, ils arrivent avec un pays qui a le développement technologique d'un niveau du Moyen-Âge. Littéralement. C'est un pays où il y a des famines cycliques tous les 2-3 ans. C'est un pays qui est largement en retard sur le plan technologique, particulièrement face à l'Allemagne, par exemple, qui est vraiment à la pointe à cette période et tout. 40 ans plus tard, ils envoient Spoutnik dans l'espace. C'est de la folie, tu vois. C'est de la folie à quel point la capacité de développement scientifique russe de cette époque, qu'est-ce qui se passe quand tu mets de gros moyens dans la formation, quand tu donnes la possibilité à tout le monde d'avoir accès à de la connaissance et tout, parce qu'il y a plein de scientifiques russes de cette époque qui sortent de milieux hyper précaires et tout ça, et qui arrivent à des niveaux de connaissances en maths, en physique et tout qui sont dingues, avec une mise en commun totale du savoir scientifique, parce que tu vas pas avoir une équipe de recherche privée en concurrence avec une autre qui essaye de publier avant et en fait ils se mettent en commun et là ça vous donne un des plus grands bonds technologiques de l'histoire de l'humanité. C'est juste fou, quoi. Et donc, il faut quand même mesurer à quel point le communisme est aussi une possibilité de développement technologique de dingue par cette mise en commun des moyens et de la connaissance. Je vous jure qu'aujourd'hui, si vous connaissez un peu des gens qui bossent dans la recherche et tout, le système de la recherche avec les points, tous les chercheurs qui passent leur temps à essayer de trouver des financements de projets de merde, tout le monde est en concurrence avec tout le monde, il y a des revues prédatrices qui se gavent sur les articles, etc. C'est n'importe quoi. Si on abolissait le système des brevets et plutôt qu'avoir plein d'équipes qui bossent sur la même chose, en concurrence les unes avec les autres par-delà le monde, on mettait en commun la connaissance scientifique pour avoir un objectif collectif d'avancer de la connaissance, mais vous n'imaginez pas le bond technologique qu'on ferait. En santé, c'est particulièrement vrai. Alors, c'est la partie de la science, on va dire, que je connais le mieux, mais je sais que dans plein d'autres domaines, c'est le cas, et c'est rageant, quoi. On est d'accord, mais c'est notre tâche, nous les communistes. Voilà. Et oui, quand on aura fait le glorieux communisme mondial, ça va être du délire, les copains. Pour une écologie des 99%. Tu vois, c'est vraiment ce discours 1% versus 99% et tout. C'est vraiment la reprise de la gauche américaine. Après, moi, ça me fait penser à un très bon livre pour le coup. Oui, c'est le féminisme des 99% de Fraser, Bhattacharya, etc. Ouais, là, excellent bouquin. Donc, mais je pense pas que ça soit... Enfin, peut-être que je sous-estime Marine. Hein. Moi, je pense que sa rêve, c'est le truc de Wall Street. Oui, le Occupy. Ouais, Occupy Wall Street. Mais oui, excellent bouquin féministe, un des meilleurs que j'ai lu. Si souvent vous demandez des livres pour le féminisme des 99%, banger. Voilà. Cet été est celui de la bascule, celui où nous devons enfin agir à la hauteur de ce que nous vivons.
C'est pourquoi il est temps d'abolir les privilèges climatiques, comme la Révolution a aboli les privilèges féodaux, non par esprit de revanche, mais parce qu'aucune démocratie ne peut accepter qu'une infime minorité puisse compromettre l'avenir du plus grand nombre, littéralement. Marine, c'est l'histoire de la démocratie bourgeoise. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été une minorité qui assoit sa domination sur une majorité qui exploite, etc. Mais si- Toujours. C'est-à-dire que ton idéal de démocratie actuellement n'existe pas et est à construire, en fait. Ça me fait rire parce que tu te dis si c'est vraiment comme à l'époque, en fait ils vont demander aux pauvres de se racheter des droits carbone pour polluer. Alors, le pire, c'est que c'est pas complètement exclu que ça soit ça, Chris. Hein. Ouais. C'est une espèce de bail chelou. Genre, ouais, maintenant, si t'as envie d'utiliser ta voiture thermique, faut que tu puisses payer ton droit et tout. Droit carbone quoi. Et comment voulez-vous demander toujours plus d'efforts aux Français qui se serrent déjà la ceinture alors que les plus riches brûlent la planète par tous les bouts? La transition écologiste sera juste ou ne sera pas. Chacun doit y participer dans la mesure de ses possibilités. Et cette abolition des privilèges climatiques va dans le sens de l'écologie populaire que nous portons. Là tu vois, là il y a une vraie rupture pour le coup. Enfin dans le discours en tout cas. Il y a une vraie Oui, oui. rupture. De dire Comment dire, l'écologie doit être sociale, quoi. C'est ça. Et surtout de pas dire en fait c'est un mode de consommation générale qui nous transcende tous. Tu vois, il faut tous qu'on mette. Tu vois. Non, ils disent il y en a qui font déjà tous les efforts parce que déjà la pauvreté, la précarité fait qu'ils consomment pas, et d'autres qui brûlent tout. Et là, elle parle d'écologie populaire. Longtemps, tu sais, on a justement opposé ce côté populaire aux écolos. Donc là, elle vient vraiment sur un terrain de gauche, quoi. Et elle vient même répondre aux critiques, soit de la droite, soit de la gauche, sur l'écologie qui est un truc de bobo, quoi. Donc il y a vraiment un choix politique, là. Donc bravo Marine, continue. C'est important de faire des choix politiques. Cela suppose de faire contribuer celles et ceux qui polluent le plus et profitent le plus. Instaurer un ISF climatique, supprimer les niches fiscales fossiles, taxer les super-profits des entreprises pétrogazières et du transport maritime pour financer la transition écologique et permettre à chacun de vivre dignement dans un monde qui se réchauffe. Putain, Chris, j'ai pas vu la nationalisation de Total dans la liste. Non. Ah. Alors, nous on a dit, il y en a qui seront nationalisés parce qu'on va considérer que vous êtes aliénés par votre idéologie propriétariste bourgeoise. Mais Total, eux, ils vont être expropriés. Parce que eux, c'est des profiteurs de guerre. Donc, oui. eux, c'est comme Renault en 45. C'est Pouyanné dans les champs. C'est parti. Eux, c'est dommage. En fait, ça va pas être. Il y aura un processus de réappropriation, rachat. On trouvera des solutions. Distribution des actions. Voilà. Et il y aura des gens qui vont payer pour les autres. Parce qu'en fait, ça permettra de faire le... Tu sais, on parle de montrer un exemple. Comme ça, on pourra dire, en parallèle de ceux à qui on promet quand même un petit chèque, regardez ce qui se passe avec le procès Total par rapport à son profit de guerre pendant l'Iran. Et si vous n'êtes pas content, on pourra faire pareil. Tu vois. Donc vraiment, non mais Total devrait être exproprié. C'est des gens qui ont exploité, en collusion avec Trump, Rubio, etc., qui ont exploité une pénurie fabriquée de A à Z. C'est vraiment des profiteurs de guerre, quoi. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai plein d'idées parce que tu vois, tu sais, il y a énormément de problèmes de plastique dans les océans, par exemple, Chris. Plastique qui vient du pétrole, comme chacun sait. Moi, je pense que Patrick Pouyanné, qui est en forme, malgré son âge, parce qu'il a eu une vie de grand bourgeois, etc. Donc, il est en forme, il est bien portant, il est bien nourri. Bref, il est parfait pour aller passer 12 heures par jour à aller nettoyer les océans pétés de plastique qu'il a contribué à dégueulasser. Voilà, c'est ma petite idée. Ça change des carottes, tu vois, parce qu'on va pas pouvoir mettre tout le monde aux carottes non plus. Elle pourrait faire ça, là. Ceux qui cassent réparent. Ça pourrait être pas mal, ça, comme... c'est le truc de Gabriel Attal. Tu casses, tu répares. Oh putain, Gabriel. Gabriel, tu vas réparer beaucoup. Hein. Attention. Hein. Le 4 août 1789, la France décidait que les privilèges de naissance ne seraient plus gravés dans le marbre de la loi. Notre génération a rendez-vous avec un moment comparable. Il nous faut une nouvelle nuit du 4 août, celle de l'abolition des privilèges climatiques. Et donc là, vous avez vu, donc pour conclure, vous avez vu ces propositions, donc impôt sur la fortune climatique, suppression des niches fiscales, taxer les super-profits. C'est des trucs extrêmement bateaux, banals, etc., qu'on voit à gauche depuis très, 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 très longtemps. Mais la vérité, c'est que là, il y a un vrai enjeu d'aller se poser la question du mode de production. On vous le répète depuis le début, mais en fait, la marine n'a pas compris que tu peux taxer Total autant que tu veux et tout. En fait, c'est pas ça qui va changer la donne. Ce qui va changer la donne à un moment, c'est qu'il ne faut pas que ça soit Patrick Pouyanné et globalement Total ou d'autres qui décident quand est-ce qu'on va extraire du pétrole,
pourquoi faire, à qui on le distribue, etc. Il faut que ça soit le collectif qui puisse décider de ça. C'est une question de survie, en fait. Là, Marine est en train de se gauchiser tranquillement, mais elle n'arrive pas à aller assez loin, probablement parce qu'elle n'a pas, on va dire, le bagage théorique et politique et la ligne politique qui lui permettrait réellement de pouvoir s'opposer aux causes du problème contre lequel elle est censée passer sa vie politique à se battre. Et vous verrez que nous, avec La Brèche, on est en train de travailler sur des carnets programmatiques, notamment travailler sur toute cette question du financement, parce que vous avez vu, elle, l'idée de dire, c'est qu'il faut taxer, etc., pour pouvoir financer la transition écologique. C'est des trucs qu'on peut retrouver, notamment dans le programme de la France Insoumise, et je vais faire une passe D à mon Chris juste après, mais juste pour terminer, sachez qu'à La Brèche, nous, on a vraiment envie de réfléchir à ça, sortir de ce truc de on va financer les services publics en taxant les riches, on va financer la transition écologique en taxant les riches. Il y a vraiment des moyens de repenser la manière de financer. On vous avait déjà parlé de cotisations sociales qui ne soient plus individualisées, mais collectives. On vous a déjà parlé de reprendre la main sur la création monétaire et se servir de la création monétaire pour produire tous ces trucs-là. Nous, c'est un des points de tension qu'on a avec l'AFI, et notamment parce qu'on pense que ce programme qui est presque un peu trop mou au vu de l'enjeu actuel et au vu de la capacité, notamment du peuple français aujourd'hui, à entendre des vraies paroles de radicalité, parce que les gens voient bien que là, on est en bout de cycle. Et là, en fait, Marine Tondelier vient essayer d'aller grappiller sur les terres de Mélenchon. C'est exactement ce qu'on la voit faire. Donc, il faut que l'AFI s'empare de ça. Et là, je passe la main à mon cher Chris avant qu'on vous laisse. Ouais, non, je le dis. En plus, on va finir parce que les gens vont dire mais est-ce qu'elle va prendre des voix à Mélenchon et tout. Je vous le dis, si Mélenchon reste, comme tu l'as dit, sur un programme taxation des riches, redistribution, pour pouvoir reprendre une partie de la richesse globale, tu vois ce que je veux dire, comme si c'était un gâteau qu'il fallait répartir et tout, c'est pas une autre recette de gâteau qu'il fallait créer, tu vois, et bien là oui, elle va reprendre des voix à Mélenchon. Et les gens vont dire oui, mais elle va faire perdre Mélenchon. C'est son but. Vous voyez, juste pour vous le dire, là maintenant qu'elle vient sur ce terrain-là, son but c'est de faire le plus gros score possible et qu'en face, Mélenchon perde. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'il n'y a pas d'unité, elle veut faire porter la responsabilité de l'échec de la gauche à ne pas arriver au second tour à Mélenchon et pouvoir dire moi j'ai fait 7-8, la preuve que je représente quelque chose. Vous avez peut-être fait 15-16, mais vous n'êtes pas au second tour et c'est de votre faute parce qu'on vous a demandé de vous unir, etc. Donc, parce que c'est effectivement un qui tout double. On vous a demandé de venir, de vous unir, vous n'avez pas voulu, vous êtes responsable, la France Insoumise. Ça, c'est un temps 1. Et dans un temps 2, le fait de faire le score maximum possible par rapport à l'AFI, c'est aussi de pouvoir négocier, de dire ok, on s'est engueulé, on a perdu, est-ce qu'on a tiré la leçon ? Donc, faisons un accord pour les législatives. Et quand il y a un 7 contre 16, c'est mieux que quand il y a un 2 contre 22 pour pouvoir négocier les répartitions de circonscriptions. Donc là, son but maintenant, c'est de dire il n'y a pas d'espace pour elle. Elle l'a compris. Il n'y a pas d'espace pour elle pour aller chercher la droite de la gauche, quoi. Le PS est dessus. D'ailleurs, si elle est maline, elle a écouté les capsules de la petite team, elle a compris que son électorat était plutôt à gauche et que en fait, il y avait une incompréhension de la stratégie Jadot, c'est-à-dire que c'est des macronistes en fait qui sont tous retournés au bercail macroniste pendant les municipales. Donc elle sait qu'elle a un réservoir beaucoup plus de voix à gauche en faisant de la gauche écologique, taxe de riches, Green New Deal, et en disant oui, par contre, il faut une nouvelle tête que Mélenchon. En fait, elle va aller chercher l'électorat NUPES qui est très à fond pour le Green New Deal, qui adore le programme de la France Insoumise et qui déteste Mélenchon. Voilà, c'est ça son espace à Marine Tondelier. Donc elle va laisser de côté la droite PS, etc. et elle va aller essayer de chercher des voix là-dessus pour mettre la pression à JLM après le premier tour s'il n'y passe pas et surtout pour les législatives. Donc le seul moyen de s'extraire là-dessus de Mélenchon, c'est ni d'aller sur le terrain, c'est surtout pas d'aller sur le terrain de Marine Tondelier, parce que là, du coup, il lui donnerait des voix. C'est justement de faire en sorte de dire, mais en fait, vos solutions Green New Deal, taxe de riches, etc., nous, à la France Insoumise, on est déjà bien au-delà. Nous, on est déjà dans un autre mode de production post-capitaliste, et c'est ce qu'on appelle, nous, aller emmener le programme vers la gauche. Voilà. Donc là, c'est un signal. Alors, après, c'est Marine Tondelier, on va pas lui prendre non plus, elle va pas faire 20% au premier tour, mais elle est capable d'aller chercher. Jadot, à l'époque, avait fait 4 en allant sur un terrain de macronien, il n'y avait pas d'espace, il a réussi à faire 4. Une config où il y a un peu des trucs, il y a un flottement dans la France Insoumise, une illisibilité du discours et tout le monde qui va taper sur Mélenchon. Eh ben, peut-être qu'elle peut faire 5-6, quoi, tu vois, et ce 5-6, on sait où il sera pris, quoi. Donc vraiment, attention, c'est encore un autre signal d'alerte. Marine Tondelier a compris
qu'il fallait aller sur ce terrain-là, que c'est là qu'il y avait des voix, que c'est là qu'il y avait l'espace de la NUPES qui veut une rupture et qui n'aime pas forcément toujours Mélenchon, et donc elle va venir là-dessus. Donc elle va mettre le doute aux électeurs NUPES les plus à gauche. Et c'est important de l'avoir en tête. Et donc si les gens disent « Oui, mais on va lui mettre la pression qu'elle va faire perdre Mélenchon », vous inquiétez pas, elle est là pour ça. Donc cet argument-là ne servira à rien, puisque elle a l'argument de dire de toute façon, nous, on était pour l'union, c'est Mélenchon qui n'en a pas voulu. Point. Donc la réponse est programmatique. Tout à fait, la réponse est programmatique et la réponse est militante aussi, parce que là, tu vois, pour sortir un peu de vraiment la problématique de la présidentielle, toute cette thématique écologique de cet été de 2026, moi, je l'ai vu en discutant avec des potes, avec des collègues, moi, j'ai vu de l'éco-anxiété de ouf, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens que ça terrifie, en fait. Ça fait des années qu'on dit que ça va être la merde et tout, et là, ça y est, on commence à avoir vraiment le nez dans la merde. On a la perspective que là, cet été est atroce, mais que potentiellement, c'est le moins atroce des prochains étés. Et donc, c'est terrifiant, tu vois. Il y a un côté un peu sidérant, terrifiant et tout ça. Mais vraiment, les potes, moi, je ne peux que vraiment insister là-dessus. C'est dans les périodes de crise énorme que des changements politiques profonds sont possibles. Jamais le communisme n'a été autant possible, que ce soit dans nos capacités de le mettre en œuvre ou dans les capacités des structures mentales des gens à devenir prêts à faire le communisme profond qui sera la seule possibilité de se sortir de cette merde. Et donc, je ne peux que vous dire vraiment, camarades, Doompa, milite, c'est le moment de le faire. Il y a plein d'espaces pour le faire. Allez dans des orgas, allez vous former, allez rencontrer du monde, allez aussi travailler sur du boulot théorique. Il y a moyen de bifurquer, il y a moyen de faire mieux et d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ambitieux qu'aller taxer des riches pour financer des éoliennes. Vraiment, on peut faire beaucoup mieux que ça. Sur un temps très court, on est à un point de basculement de l'humanité qui peut être autant terrifiant que hyper enthousiasmant. Il faut y aller à fond. S'il y a vraiment un moment dans sa vie où il faut se mettre à militer, c'est celui-là. Nous, à notre humble échelle, on va essayer d'y participer. On veut vraiment faire ce travail de think tank, nous, à la Brèche, qui est un travail aussi théorique, d'actualiser les idées marxistes, de les rendre désirables, de les rendre compréhensibles, de former du monde à être capable de les porter dans plein d'autres orgas différentes. Et on vous le redit, on va ouvrir les adhésions beaucoup plus massivement bientôt à la Brèche. Sachez que voilà, ça sera probablement à l'automne. On vous en reparlera bientôt. Mais soyez prêts, on vous accueille tous avec grand, grand plaisir. Là, ça y est, on est bientôt vraiment prêt à être bien structuré pour pouvoir accueillir du monde, pour pouvoir former du monde. C'est une grosse, grosse demande qu'il y a parmi les gens à qui on parle. Donc, on pense à vous et vraiment force, force, force à vous. L'éco-anxiété n'a qu'un seul anxiolytique qui fonctionne, c'est le fait d'aller lutter pour faire mieux que les précédents, et on peut vraiment le faire. Sur ce, les amis, il me reste à vous rappeler que tout le travail qu'on fait, on vous a dit, allez voir les Insta, allez voir les autres chaînes YouTube, notamment la chaîne Non Dieu Plus qui va repartir bientôt dans de nouveaux entretiens pour financer le film qu'on a fait, pour financer les outils militants. On est en train de faire du travail théorique de ouf qu'on va pouvoir vous sortir dans le courant de cette année scolaire, là, 2026-2027. Vous n'êtes pas prêts, les copains. Pour pouvoir faire tout ça, c'est grâce au Tipeee qu'on peut le faire, et donc vraiment, on insiste là-dessus. Mais merci beaucoup, beaucoup à tous ceux qui nous financent. C'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Et merci à ceux qui le feront. Vous trouvez la page en barre de description. Et sur ce, lâchez rien. À plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.